Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup aux membres de ce programme RELRAS pour cette invitation, et particulièrement à Vincent Villemain. Moi, je vais vous parler de mémoire de l'esclavage, de généalogie et d'élection. On pourra en discuter dans un cas particulier qui est celui d'une maison de culte de la Santeria qui se trouve donc dans une ancienne plantation esclavagiste qui s'appelle le Central Mérico. Et donc là, pour revenir un peu dans le contexte, la Santeria, c'est le culte cubain des divinités nommées Orisha, divinités d'origine yoruba. On la connaît à Cuba surtout comme une religion initiatique, à portée universelle et surtout une religion pragmatique dont les notions de santé et de développement sont les moteurs de la pratique. Le quotidien des adeptes de ce culte est donc rythmé en fait par des rituels divinatoires ou médiumnitiques durant lesquels seront identifiés leur entité protectrice et plus particulièrement leur ange gardien, soit leur Orisha tutélaire. Donc, dans le système de représentation propre à ce culte, chaque individu est choisi dès sa naissance par une divinité qui l'accompagnera tout au long de sa vie. On dira alors qu'il est le fils ou la fille de cet Orisha. Donc, bien qu'omniprésente, la notion d'élection touche ici plus la question de la relation entre les pratiquants et leur panthéon personnel et est déconnectée de représentation d'ancestralité. Il existe donc néanmoins une modalité particulière de la Santeria, propre à l'arrière-pays de la province de Matanza, au sein duquel généalogie et élection semblent être corollaires. Il s'agit donc du culte des Santos Parados. Donc, les Santos Parados sont des pierres consacrées à des Orishas par des esclaves africains ou des créoles de première génération et qui sont par la suite transmises de génération en génération à leurs descendants sans que ceux-ci aient besoin d'être initiés. C'est le canon du Santo Parado d'Elegua qui est situé donc dans l'ancienne plantation esclavagiste d'Alava, aujourd'hui nommée Mérico, à la suite de la Révolution. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est un lieu, c'est une localité de 3000 habitants et qui est construite autour de deux bâtiments fondamentaux. C'est d'abord la sucrerie qui n'a jamais cessé de fonctionner à quelques années près, depuis donc la période coloniale. Et en face se trouve l'ancien baraquement des esclaves, qui est un baraquement de patio. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce Santo Parado est une petite pierre consacrée à Elegua qui a été apportée depuis l'Afrique, dit-on, par un esclave qui se nomme Taroré. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, vous avez ici en fait une petite statuette qui est Elegua, donc sur la photo de droite, et dessous vous avez une toute petite pierre, donc c'est ça qui a été apporté par cet esclave, et dit-on, il l'a avalé quand il était sur le négrier. Donc, les descendants de Taroré continuent aujourd'hui de maintenir vivant son culte en organisant notamment une fête annuelle qui est ouverte à tous les habitants et ce sans distinction raciale. Donc, à la différence de la Santeria classique qui est centrée sur la personne, le culte du Santo Parado d'Elegua a donc une portée collective. Pour le dire avec les mots de certains des descendants de Taroré, Elegua est le patron du Central Mérico et sa maison du culte est la Casa del Pueblo, c'est-à-dire la maison du village ou la maison du peuple. Donc, les descendants de Taroré se perçoivent comme les gardiens d'une tradition religieuse qui est définie comme un bien commun, dont le maintien constitue, comme me le dit l'une d'entre eux, leur mission, encargo. Or, cette responsabilité peut prendre la forme d'une élection. En effet, un des descendants de Taroré, qui se nomme Raphaël, et qui se nomme d'ailleurs lui-même l'élu, a été choisi par Elegua lors d'une divination, il était enfant à cette époque, pour reprendre la tête du culte et le perpétuer. Donc, malgré le caractère hérité de cette tradition, c'est donc Elegua qui est, depuis un point de vue phénoménologique, le principal acteur de la transmission de son culte, qui du coup n'est pas naturalisé. Cela implique un risque de dépossession dont sont conscients les membres de ce groupe de parenté.
Ainsi, j'ai pu être témoin d'une mise en garde réalisée par un Santero envers un certain de ses descendants, qui leur rappella que tout désinvestissement de leur part impliquerait que les Gois choisissent une autre famille. Le maintien de la tradition dans le giron familial n'est donc pas simplement une responsabilité morale, mais c'est aussi un enjeu micropolitique. Donc, dans cette communication, je voudrais proposer quelques éléments de réflexion autour de cette question de l'ascendance dans la Santeria, à partir de ce cas-là. Et je vous montrerai d'abord comment la fête annuelle permet aux descendants de Taroré de signifier le caractère à la fois familial et collectif de cette tradition. Puis j'explorerai le lien entre une définition généalogique du culte des Orixás et la question raciale, grâce à des éléments de comparaison entre le central mérico et une forme états-unienne du culte des Orixás, qui est l'Orixa vaudou, en m'appuyant là sur les travaux de Stéphania Capel. Alors auparavant, quelques repères historiques par rapport à cette maison de culte. Donc, je divise son histoire en 5 périodes. La première est celle de Taroré, donc, qui a lieu durant la période coloniale. Donc, dans les années 1850, la plantation Alava était la plus productive de Cuba et comptait sur la force de travail de 600 à 700 esclaves. Donc, tous qui habitaient dans ce baraquement, donc vous avez vu la photo, donc de ce baraquement de patio, donc qui est conservé partiellement aujourd'hui, car il a été réhabilité en habitation suite à l'abolition de l'esclavage en 1886. Donc, comme j'ai déjà indiqué, Taroré aurait apporté avec lui depuis l'Afrique la pierre consacrée à l'Égua, laquelle est accompagnée d'une statuette anthropomorphe, donc vous l'avez vu aussi sur les photos auparavant, qui représente la divinité. Donc, il est remémoré aujourd'hui comme un homme charismatique qui aurait été à la fois à la tête du contingent des esclaves et le noir de confiance du maître. Il aurait été aussi le principal promoteur de la religion Yoruba dans cette plantation, ayant fondé, en plus des Légois, 5 autres Santos Parados. Alors, je crois que je vais avoir, ici, vous avez une photo du Central Mérico pris depuis l'espace. Donc, dans le zoom, là, ici, c'est le baraquement vu d'en haut. Donc, c'est ça, un baraquement de patio. C'est un bâtiment qui est rectangulaire, construit autour d'un patio, justement, avec une seule entrée unique et qui était fermé donc à clé. Et tous les points rouges que vous voyez ici, ce sont différents Santos Parados, donc différentes divinités qui datent de la période esclavagiste et qui sont réparties dans ce bâtiment-là. Donc, la majorité qui sont dans le baraquement sont attribuées à Taroré. Alors, sans rentrer dans les détails, effectivement, on voit qu'il y a une tension, si on fait une lecture herméneutique de ces Santos Parados, il y a une tension en fait entre la volonté d'imposer l'autorité de Taroré et une volonté de protection et naturellement thérapeutique. Donc, l'ensemble de ces deux objets sont enterrés dans les divers endroits que vous voyez ici. Malgré son rôle de protecteur, il serait mort, dit-on, hein, tout ça bien sûr c'est de la mémoire orale, donc il serait mort assassiné par d'autres esclaves sans avoir eu le temps de révéler la pierre consacrée à Elegua. Donc, par la suite, le culte va passer à sa fille, Rafaela Makua Sulueta, que je vais appeler Makua après, qui va donc gérer ce culte seulement avec la statuette. Donc, elle va apporter un certain nombre de changements. Elle va faire une première réforme de ce culte. Elle va sans rentrer dans les détails. Hein, elle va changer 2 fois la date de la fête. Puis, elle va surtout faire l'acquisition d'autres Santos Parados, dont l'un dédié au Batala, sur lequel je vais revenir, qui va accompagner en fait Elegua. Alors, suite à l'abolition, Makua vivait dans une maison qui était située dans l'aile sud du baraquement, et dans la cour de cette maison, elle planta 2 arbres, un caroubier et un amandier. Alors, je vais vous la mettre. Donc là, vous avez le caroubier et l'amandier qui existent encore, enfin, qui est attribué à Makua. Et c'est au pied de ces arbres, en fait, que va être retrouvée la pierre de Taroré. Donc, pour l'histoire, en fait, Makua a déménagé et en 1935, l'administrateur du central décide de construire une église. Il le construit à la place de la maison de Makua, a priori par hasard, dit-on. Et c'est pendant les travaux que l'arrière-petite-fille de Makua va trouver une pierre qui l'interroge, va la présenter à Makua.
et qui va la reconnaître comme étant la véritable pierre de son père. Voilà, donc, comme va l'écrire plus tard dans un mémoire de licence qui porte sur l'histoire de sa famille, donc écrit par Iudanis Montalvo Zulueta, qui est une des descendantes, c'est là, donc au pied de ces arbres, c'est là que naît le véritable fondement, c'est un synonyme pour pierre sacrée, le véritable fondement du central à l'époque esclavagiste. Je reviendrai sur ce détail qui est important. La troisième période, donc, qui débute avec la mort de Makua en 1936, se voit succéder à la tête du culte 3 femmes de la famille dans un laps de temps d'une trentaine d'années environ. Celles-ci sont connues en fait pour avoir des vies courtes et des problèmes matrimoniaux, ce qui est imputé en fait à la puissance et à la jalousie des Légois. Il est en effet l'homme de la maison, comme me le dira une des descendantes. Donc, la quatrième période qui fait suite est celle de Celida Sanchez Zulueta, qui est du coup celle qui a retrouvé au pied de l'arbre la pierre. Elle avait alors 11 ans quand elle a trouvé la pierre. Là, elle est beaucoup plus âgée quand elle reprend, même si les datations sont compliquées avec seulement de la mémoire orale. Bref, elle reprend la tête du culte et afin de se protéger justement de cette puissance des Légois et de la jalousie des Légois, elle fait le choix de s'initier en 1969 et elle devient donc du coup la première membre de la famille à passer par ce rituel initiatique, par le rituel initiatique qui trouve ses origines en fait dans les villes, en milieu urbain, de la Havane et de Matanzas. Elle va réformer aussi le culte, rajoutant ses propres santos qui sont produits par rituel initiatique à ceux de Makua et de Taroré. Et elle va changer une dernière fois la fête, qui va passer au 24 octobre. 24 octobre étant en fait le jour de la Saint-Raphaël et la date d'anniversaire de Rafaela Makua. Et c'est justement un 24 octobre, en 1983, que va naître Raphaël, donc cet élu, celui qui a été élu lors d'une divination, sachant que là, on voit bien que la date de naissance elle-même est un facteur d'explication de cette élection. Alors, malgré la présence de Raphaël, il va se produire dans les années 70-80 une rupture en fait dans la transmission des savoirs rituels propres à cette maison, notamment, pas seulement, mais notamment dû au contexte révolutionnaire. Et du coup, à la mort de Celida Sanchez en 2004, aucun membre de la famille n'a les compétences suffisantes pour pouvoir reprendre la tête du culte. Donc, on va passer dans ce que j'appelle une période de régence. Là, je reprends un peu la métaphore royale qui est propre à ce culte-là. Donc, on va passer à une période de régence et le culte va être géré par Julio Enrique Blasquez. Alors, lui qui n'est pas un membre de la famille, qui n'est même pas un descendant d'esclaves, mais qui est le doyen des santeros de la localité, s'étant initié en 1964. C'est aussi un proche de Celida qui a fait toute sa... Ils ont grandi ensemble, même malgré la différence d'âge, et Julio a tout appris de Celida. Mais bon, je précise, c'est bien une période de régence, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se voit notamment dans le fait que Julio Enrique, qui est aussi aujourd'hui l'initiateur d'un certain nombre de descendants de Taroré, parce que depuis Celida, l'initiation s'est généralisée et est passée dans la tradition, Julio Enrique va se mobiliser avec d'autres membres de la famille pour pouvoir payer l'initiation à Raphaël pour que celui-là puisse, le moment venu, prendre en charge sa destinée. Donc, comme on peut le voir, l'histoire de la maison des Légois est avant tout une histoire de famille, mais d'une famille qui, comme à l'image de Taroré, mobilise à la religion en faveur des locaux, en faveur des personnes qui vivent. Ça se voit dans d'autres rituels, ça se voit surtout dans 2 rituels qui sont clairement orientés vers la communauté, 2 rituels purificatoires, l'un destiné aux femmes enceintes qui vivent dans cette localité, et un deuxième, plus important encore, qui est destiné aux ouvriers qui travaillent dans la sucrerie et qui leur garantit en fait leur sécurité pendant les périodes de récolte de canne à sucre. Mais le moment fort effectivement de cette pratique et de cette localité, c'est la fête annuelle donnée le 24 octobre pour les Légois, qui performe, comme on va le voir,
à la fois la mémoire généalogique de la maison et son lien privilégié avec le bâti. Alors, avant d'entrer dans les détails ethnographiques de la fête des Légois, il est nécessaire de préciser que la position des acteurs au sein du champ religieux de la Santeria est définie grâce à la mémoire généalogique. Sauf que cette mémoire généalogique, d'une manière générale, ne concerne pas l'ascendance biologique, mais l'ascendance rituelle. Donc, en effet, la Santeria contemporaine est caractérisée donc par ce rite initiatique, que le nom de Cariocha, et qui, comme je vous l'ai dit, vient des villes, plus particulièrement de la Havane et de Matanza. Ça s'est formé autour du XXe siècle, au tournant du XXe siècle, ce rituel. Et ce rituel est pensé à la fois comme un couronnement et comme un engendrement. Alors, un engendrement non pas du néophyte, d'un changement de subjectivité, mais ce sont en fait les dieux objets qu'il va recevoir, donc son panthéon personnel, qui vont naître des dieux objets de son initiateur durant le rituel. Quoi qu'il en soit, on va avoir un lien de parenté qui se met en place, qui va s'exprimer d'ailleurs dans les termes, où on utilise les termes de la parenté rituelle, c'est-à-dire parrain, marraine, filleule. Donc les groupes religieux qu'on nomme des maisons-temples sont structurés selon un modèle de parenté et s'inscrivent dans des lignées d'initiateurs que l'on nomme branches, soit ramas. L'historien anthropologue David Brown en dénombre 17 différentes à Cuba. Chacune de ces lignées portant un nom spécifique qui renvoie au fondateur ou à la fondatrice. Ces généalogies rituelles constituent la matrice à travers laquelle s'exprime la conscience historique des pratiquants et sont remémorées par des prières liminaires qu'on nomme moyugba, durant lesquelles on rend hommage sous la forme d'une litanie de noms aux différents santeros et santeras qui constituent ces lignées rituelles. Comme le soulignent différents auteurs, la constitution de ces listes d'ancêtres rituels, citées le plus souvent avec les noms Yoruba, les noms initiatiques Yoruba, sont le résultat d'un processus de reconstruction qui répond de deux logiques. Soit une logique individuelle qui consiste à se placer dans la continuité de pratiquants prestigieux, de l'autre, une logique collective où la présence de certains noms permet l'identification ou la différenciation entre groupes de pratiquants. Donc, les moyugba sont des résultats de stratégies dynamiques visant à produire des lignées de pratiquants réels ou fictives, lesquelles donnent à voir les relations micropolitiques. Donc, à la différence des maisons-temples qui sont focalisées sur ces figures d'initiateurs, la particularité de la maison des Légois provient de la place centrale octroyée à la divinité héritée de Taroré. Et donc, à sa structure qui épouse une parenté, mais qui, elle, est biologique. Donc, cependant, les moyugba qui sont récités, alors ça, c'était pour vous montrer un peu la famille, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, la moyugba qui est récitée, il y en a deux moyugba qui sont récités durant la fête des Légois. Donc, la première, elle est réalisée durant un rituel qui est dédié aux Egun, c'est le nom qu'on donne aux ancêtres, aux entités ancêtres. Et ça va prendre la forme d'une liste qui est préparée à l'avance. Donc là, on va voir les gens qui vont s'aider mutuellement pour faire fabriquer cette liste. C'est une liste de noms qui a un ordre bien particulier et qui sera lu durant le rituel dans cet ordre-là. Comme le montre la petite flèche là quand il y a quelqu'un qui est mal placé. Alors, je ne vais pas rentrer bien sûr dans les détails de tous ces noms, mais on peut retrouver 4 séries distinctes ici. La première série, c'est les défunts qui appartiennent à la parenté biologique. Après, on va voir les pratiquants qui ont eu une participation active dans l'histoire du culte. Ensuite, on va voir des figures qui sont reconnues de l'histoire religieuse locale ou qui sont rituellement liées à Celida Sanchez. Et enfin, on va avoir une dernière série qui est un peu plus compliquée à identifier et qui semble plus dépendre de la mémoire cognitive de Julio Enrique et de sa propre moyugba. Tout ça pour dire au final que cette liste montre en fait une progression qui va de l'intérieur de la maison vers l'extérieur de la maison. La deuxième moyugba est une moyugba, je vous ai mis un extrait. Alors, ça, c'est pendant Julio Enrique, que vous voyez ici sur le fauteuil roulant, qui récite la deuxième moyugba, donc qui est réalisée juste avant le sacrifice pour les Légois. Oui, on pourra discuter sur cette photo. Alors ça, c'est la structure du rituel. J'y reviendrai. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer.
Donc, cette deuxième Moyugba commence bien par une litanie de noms, mais c'est une litanie de noms qui, pour la plupart, sont des noms initiatiques et qui va être dite par Julio Henrique en marmonnant directement face à la divinité sans demander l'attention du public. Ce qui fait qu'au final, il a déjà fini sa litanie de noms, que les gens se rendent compte que la prière a commencé avant de demander le silence. Par la suite, il va improviser un texte que vous avez ici. Vous en avez des extraits ici. Ici, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est qu'on retrouve certaines formules générales où Julio Henrique appelle à la bénédiction de tous ceux, spiritistes, sorciers, santeros qui ont existé dans cette plantation, de tous ceux qui venaient accomplir le devoir envers vous et les Gwa. Donc, ces formules généralistes répondent ici, en fait, à une nécessité rituelle. La Moyugba ici n'est pas simplement un acte commémoratif, mais réalisé, pour reprendre les mots de Julio Henrique, pour avoir plus de radiation, plus de puissance. Donc, il s'agit moins de reconstruire une lignée rituelle que de construire une capacité d'action rituelle. Et cela en invoquant les esprits du Baté, les esprits de toute la localité, en les concentrant la puissance à l'intérieur de la maison. Donc, vous voyez comment on a un premier mouvement qui est de l'intérieur à l'extérieur, puis un deuxième mouvement qui est, lui, de l'extérieur à l'intérieur. Donc, on crée en fait une circulation entre la maison et le Baté. Cette circulation est aussi observable dans la cérémonie sacrificielle qui compose le cœur de la fête et durant laquelle sont nourris, c'est le terme utilisé pour les sacrifices, sont nourris les saints. Et donc, principalement des saints qui sont hérités de Taroré, de Makua et de Célida, mais il y en a d'autres aussi. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a encore une circulation ici d'ordre spirituel, puisque toutes les personnes qui le souhaitent peuvent apporter une poule, enfin un poulet ou une chèvre si on a les moyens, pour le donner en sacrifice à l'Egwa, en son propre nom. Le rituel va se dérouler et à la fin de la cérémonie, il va y avoir un deuxième rituel. Je ne sais pas si je vous ai mis. Voilà, ça c'est la fin de la cérémonie. Vous avez justement l'élu Raphaël qui est là avec sa casquette qui est en train de gérer ici le rituel. À la fin, on va sacrifier à l'Obatala de Makua. Donc, on commence par l'Egwa de Taroré, on finit par l'Obatala de Makua. On va sacrifier des colombes et une poule blanche, et les plumes de ces volatiles vont être distribuées à tous les membres de l'Assemblée et va constituer une forme d'amulette qui est censée garantir la santé et la prospérité pour l'année à venir. Donc ici, on a encore un système de don contre don qui place, où on donne à cette... on donne en fait à des objets qui matérialisent la généalogie de cette famille-là, qui matérialisent l'identité généalogique de ce groupe religieux. Et on repart justement avec une protection. Et de manière encore plus concrète, on a cette même circulation qui ne touche pas seulement du bien spirituel, mais aussi du bien matériel. Car toutes les personnes de la localité peuvent en effet, s'ils le souhaitent, aider à l'organisation de la fête des Légois, mais cette participation reste quand même limitée. Ils peuvent donner de la nourriture, du riz, des gâteaux, des bonbons ou une aide financière qui sera destinée là aussi à acheter des denrées. Tout cela va servir à l'organisation d'une fête qui a lieu le lendemain du sacrifice, qu'on appelle la fête des enfants. Alors, elle est dédiée aux enfants parce que Elegua est une divinité enfant. Et donc, cette fête des enfants, c'est la fête d'anniversaire d'Elegua lui-même. Et on va, durant cette fête, cuisiner la nourriture des animaux, enfin la viande des animaux qui ont été immolés. Et cette nourriture va être distribuée, comme vous voyez ici, à toutes les personnes qui sont présentes, avec les bonbons, etc., etc. Donc, il y a une redistribution de nourriture, mais cette distribution de nourriture, si tout le monde peut participer, la distribution de nourriture est gérée par les membres de la famille. Et vous voyez ici, toutes les femmes qui sont autour de la table sont toutes en fait des cousines, toutes descendantes de Taroré. Donc, on voit bien ici comment la circulation en fait de biens spirituels et matériels, mise en place par cet événement qui revient tous les ans, permet de marquer la frontière entre la famille et le reste du Baté, donc d'opérer une différenciation de ce groupe familial. Et c'est de cette différenciation que va émerger ce sentiment de responsabilité de maintenir une tradition qui est réalisée pour le bien de tous.
Alors, on retrouve une association similaire entre maintien de tradition, ascendance et communauté chez un autre groupe de pratiquants qui est cette fois-ci aux États-Unis. Ce sont les adeptes du culte des Orishas, d'une version du culte des Orishas réafricanisée qu'on nomme l'Orisha Vodou. Alors, ce culte a été fondé par Walter King Osejiman Adefumi Ier, qui est un militant donc, du nationalisme culturel noir, qui est parti à Matanza, donc pas très loin au final de là où j'ai fait mon terrain, pour s'initier à la Santeria en 1959. Il s'est par la suite initié à Haïfa, donc le culte divinatoire dédié au Rula, à l'Orisha Rula, donc au Nigeria en 72, avant d'être nommé roi des Yoruba du Nouveau Monde en 81 par l'Ooni d'Ile-Ife. Ooni, c'est un roi traditionnel. Il est surtout connu pour être le fondateur en 1974 d'un village africain qui s'appelle Oyotunji et qui se trouve en Caroline du Sud. Donc là, dans ce village, il va revitaliser le culte des ancêtres Egungun. Vous voyez ces militaires entre Egun et Egungun. Et le but est de guérir les maux de la communauté africaine-américaine. En effet, ceux-ci sont dus, selon Adefumi, à l'errance dans les limbes des esprits des ancêtres des Africains-Américains qui n'ont pas reçu les rites funéraires propres à leur tradition, sans pour autant pouvoir entrer au paradis qui serait, selon lui, réservé aux Blancs. Donc, il instaure la Roots Divination, durant laquelle est déterminé non seulement le lieu d'origine du lignage du consultant, le plus souvent identifié comme des lignages royaux Yoruba ou Daomea, mais aussi la cause de la réduction en esclavage de ses ancêtres, fréquemment définie comme un manquement à la tradition. Donc, les Africains deviennent donc co-responsables de la traite, d'où la nécessité d'une rédemption qui passe par l'adoption de ces pratiques religieuses. Donc, selon Stéphanie, comme le montre Stefania Capone, là, toutes ces informations proviennent de ses travaux à elle, comme le montre Stefania Capone, les Yoruba américains se considèrent comme un peuple élu dont la conversion répond à une mission rédemptrice de l'ensemble des descendants africains. Donc, cette mission est légitimée grâce à un mythe. C'est un mythe qui parle d'Oyepolu. Oyepolu, c'est un orphelin Yoruba qui ignore les traditions de ses ancêtres et dont la vie ne va pouvoir réellement s'améliorer que lorsqu'il ira, suivant les conseils de l'Orisha Rula, lorsqu'il ira sur la sépulture de ses parents. Donc ce mythe, interprété depuis une perspective du nationalisme noir, signifie que les maux de la communauté africaine-américaine ne pourront être guéris qu'en recréant les liens généalogiques avec les ancêtres africains et en effaçant la rupture fondatrice de l'esclavage. Donc, telle la maison des Légois, le groupe de pratiquants de l'Orisha Vodou inscrit donc sa pratique dans une continuité généalogique, dans le sens biologique du terme, de laquelle émerge un sentiment de responsabilité de maintenir, reconstruire une tradition ancestrale pour le bien de la communauté. Or, la différence est justement dans la définition de cette communauté. Si elle est diasporique dans le cas de l'Orisha Vodou, la communauté est strictement locale dans celui de la maison des Légois. Et ce, malgré la présence dans les discours mémoriels de Taroré. En effet, le véritable trope de l'origine du culte légois n'est pas l'Afrique, mais le baraquement des esclaves, puisque le véritable événement fondateur du culte n'est pas son transfert transatlantique, mais bien sa naissance, et on ne parle pas de renaissance, on parle bien de naissance, au pied du caroubier l'amandier qui a été planté par Makua. C'est d'ailleurs dans les feuilles de ce dernier, là, de l'amandier, je vous remets peut-être, c'est dans les feuilles de l'amandier, de cet amandier planté par Makua, qu'on va distribuer la nourriture lors de la fête des enfants, qui vont servir d'assiette. Donc, il resignifie encore l'origine. Cette pondération en faveur du local sur le transatlantique s'observe de même dans le mémoire de licence dont je vous ai parlé, de Yudanis, où elle évoque seulement 2 fois Taroré contre 21 fois Makua. Il est aussi intéressant de montrer que ce texte, qui est un texte académique, et qui a été écrit c'est un argumentaire en fait pour prôner la transformation de la Maison des Légois enfin l'intégrer dans une d'une politique institutionnelle étatique. Donc là-dedans, on va retrouver cette continuité du sentiment de responsabilité de maintenir la tradition
puisqu'elle écrit ce document afin d'entreprendre le sauvetage de ces traditions par la création de mécanismes pour une meilleure exploitation de ceux existants, comme par exemple un groupe folklorique, la maison de la culture, de la bibliothèque, etc., qui s'efforce de chercher l'identité de la localité et de la diffuser et de l'enraciner. Donc, souhaitant inscrire cette maison dans l'identité locale, le culte des Légois est du coup défini comme afro-cubain, c'est-à-dire afro-cubain, lequel se manifeste dans le territoire, là aussi je cite encore Ioudanis, se manifeste dans le territoire non pas par la conservation du purement africain, sinon dans l'intégration transculturelle et syncrétique de ces éléments à notre réalité culturelle. Donc, écrit à destination d'universitaires, le mémoire de Ioudanis opère en fait une transformation de l'histoire de la maison qui passe d'un régime généalogique propre au champ religieux à un régime ethnogénétique caractéristique du milieu académique et politique cubain. Ce régime ethnogénétique trouve son origine dans les travaux de l'anthropologue Fernando Ortiz, qui développa en 1940 la notion de transculturation afin de rendre compte du processus de fusion des éléments d'origine africaine, européenne et amérindienne propre à la société cubaine. Ce discours a été incorporé par la suite dans l'idéologie nationaliste et antiraciste qui définit la cubanité comme un ethnos métaracial. Cela n'empêche pas la race d'émerger dans les discours des pratiquants. Ainsi, lors d'une discussion informelle, une santera appartenant à une autre famille descendante d'esclaves appuya sur l'importance de la famille, justement, dans la pratique de notre religion, qui vient avec le sang, avec la race. Elle déplore par la suite, et c'est important, la commercialisation de certaines pratiques ou la trop large ouverture du culte aux personnes extérieures ou étrangères, phénomène qui provoquerait, selon elle, la perte de la magie et des miracles. Donc, comme l'a montré Kaliariadis, l'accusation de mercantilisme qu'on retrouve dans ce discours s'inscrit dans des stratégies discursives qui sont corollaires en fait des rapports antagonistes entre pratiquants. Donc, la référence à la race ne doit pas être ici comprise comme une volonté d'ethniciser ou de racialiser le culte, mais bien comme un outil de plus dans les jeux de légitimation et de délégitimation propres à la micropolitique du champ religieux. Ainsi, Julio Enrique Blasquez lui-même, que vous avez pu voir en photo, qui s'auto-désigne comme blanc, peut lui aussi revendiquer d'une ascendance métissée et d'une origine familiale à sa pratique. Donc, à travers une figure particulière qui est son arrière-grand-mère, qui aurait été une chabine, un rabat en cubain, et qui aurait possédé des objets, on ne sait pas trop quoi, dédiés à l'Oricha Shango, qui sont enterrés quelque part au centre. Donc, il peut se revendiquer de cette ascendance métissée, tout en pouvant par là même, et d'une manière assez paradoxale, taxer de racisme toute tentative d'association de la pratique avec la notion de race. Donc, finalement, la centralité du culte familial des Légois, performée par le rituel, provoque au sein du champ religieux du Central Mérico une tension entre l'importance de l'ascendance biologique et l'inscription des traditions dans une histoire cubaine et non africaine. Dans ce contexte, les pratiquants développent ce que Elisabeth Cunin nomme une compétence métisse qui permet aux acteurs de mobiliser une large palette de catégories identitaires selon les contextes, compétence elle-même rendue possible par un discours politique et scientifique sur l'être cubain, défini comme la rencontre de l'Africain et de l'Européen. Voilà, merci beaucoup.